Le coronavirus et la flambée des prix des produits sur le marché. Que faut-il faire? C'est le thème qu'on va évoquer. Tout le monde l'a remarqué depuis plusieurs mois déjà. Les prix des denrées sur le marché connaissent une très forte augmentation. Toutes les denrées quasiment sont touchées, que l'on soit avec des produits importés ou non. Qu'est-ce qui explique cette situation? Quelles solutions apporter? Que doivent faire les gouvernants? Ce sont les questions que nous poserons ce soir à notre invité, docteur Aïra Korem. Bonsoir, docteur Korem. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Est-ce que vous, également, vous avez fait ce constat de ce que les Togolais croupissent sous la vie chère depuis quelques mois déjà? Évidemment, avec le coronavirus, il y a eu des mesures qui ont été mises en place. Et ces mesures ont impacté de manière négative les coûts de transport. Et ces coûts de transport ont également impacté, n'est-ce pas, disons, le prix des biens, surtout des biens de première nécessité. Et donc, c'est une remarque pertinente et générale et qui ne s'applique pas qu'au Togo. Oui. Je pense que dans tous les pays, et aussi bien sur le plan national qu'international, les coûts ont connu une hausse dû au fait que des mesures barrières devaient être respectées. Et donc ça a grévé les coûts de transport et de manière parallèle a grévé les coûts de production et donc a fait que les biens et services ont connu une hausse de prix. Alors, ça veut dire qu'il y a une corrélation à établir entre la pandémie qui est survenue et cette hausse des prix? Évidemment. Comme on le dit, si nous prenons de manière basique le transport, avec coronavirus, il a été question de ne plus prendre le même nombre de personnes qu'avant le coronavirus. Et donc, un taxi qui prenait 4 ou 5 personnes ne prend que 3 personnes. Oui. Et donc, va répercuter, n'est-ce pas, ce coût sur le consommateur à travers le prix du transport. Et donc, les marchandises étant également transportées, ce coût va gréver, et donc ce qui fera que les prix des denrées alimentaires ou d'autres produits également vont accroître. Mais ces mesures que le gouvernement avait édictées, quand on regarde dans les faits, ce n'était pas véritablement appliqué. Les conducteurs continuaient par transporter le même nombre de personnes finalement. Et puis le transport des marchandises a été très peu impacté, d'autant plus qu'on n'avait pas véritablement eu de changement de prix de carburant. Oui. Si je prends par exemple le raisonnement international, oui. Si vous essayez de regarder, au début de la pandémie, beaucoup de compagnies aériennes étaient coulées au sol. Et donc ça voudrait dire que tout ce qui était transporté via le transport aérien avait subi un coût. Et également, au niveau du transport maritime, il y a quand même eu, à un moment donné, où le coronavirus était à un niveau assez craintif, où les gens étaient un peu réticents à vraiment se mettre dans le transport. Donc ça a vraiment impacté toutes les économies. Et donc le Togo n'est pas du reste. Voilà. Mais là, on remarque que tous les produits sont quasiment touchés, qu'ils soient importés ou non. Si. Le transport se fait à l'interne et à l'externe. Et donc, c'est normal. Vous voyez, si nous prenons le maïs, qui est un aliment de base pour nous les Togolais, le maïs souvent est produit à l'intérieur et donc est transporté pour être acheminé à Lomé. Et donc, si le transport a augmenté, ça voudrait dire que ceux qui transportent vont également augmenter les coûts et donc le prix de la denrée va augmenter. Mais il faut dire quand même que de manière générale, les prix n'ont pas quand même subi une hausse assez importante. Certainement quand on en arrivera là, on va expliquer. Oui, on va entrer justement dans ce détail parce que quand vous prenez un certain nombre de produits, quand vous prenez l'huile, quand vous prenez en tout cas tous ces produits importés qu'on consomme, moi je sais par exemple qu'avant la pandémie, vous avez des sacs de sucre par exemple qu'on pouvait prendre à 15 000, à 14 000, à 16 000, qui se retrouvent aujourd'hui à 18 000, à 19 000. C'est quand même important pour la bourse des Togolais. Oui, effectivement. Les produits importés ont subi un coût plus élevé que les produits nationaux. Oui. Parce que, comme on le dit, à un moment donné, les transporteurs étaient réticents à pouvoir importer certains biens. Vous voyez, les biens de première nécessité comme le sucre, l'huile, c'est des biens très, très sensibles. Et donc, en période de coronavirus, si
des bateaux acceptent de transporter ces biens et donc ils vont gréver les prix. Et bon, vous voyez, ces derniers temps, cela est associé aussi au carême des musulmans, parce que c'est une période pendant laquelle beaucoup de denrées connaissent c'est-à-dire les denrées ont des prix qui sont un peu plus élevés que d'habitude, notamment les fruits et puis les biens qui sont plus consommés, notamment le riz, l'huile et puis le lait. Et donc je pense que ces éléments peuvent expliquer ça. Mais on se dit qu'après la fête de Ramadan, peut-être que les choses vont connaître une amélioration positive. Mais tout cela a quand même des conséquences fâcheuses pour la bourse du consommateur. Évidemment, la hausse des prix ou l'inflation réduit le pouvoir d'achat du consommateur. Parce que souvent, le producteur ne va pas endosser ce coût-là. Il va le répercuter sur le prix de vente ou le prix d'achat. Et donc, c'est le consommateur qui va en pâtir. Donc, évidemment, en économie, on parle de l'hypothèse, toutes choses égales par ailleurs. Ça voudra dire que si les autres paramètres ne changent pas et que le prix augmente, il est donc normal que la demande soit plus faible. Et donc, ça va diminuer le pouvoir d'achat des consommateurs que nous sommes. Est-ce que vous avez le sentiment que pour cette flambée des prix, les pouvoirs publics, je parle du Togo notamment, font ce qu'il faut faire pour régler, juguler la situation? Si. Je pense quand même qu'il faut noter que depuis le début de la pandémie, le carburant n'a pas connu de hausse. Et donc, c'est déjà une mesure salutaire. Et également, je crois que les syndicats des transporteurs ont eu à échanger avec le gouvernement pour essayer de voir dans quelle mesure on peut maintenir les prix du transport constant. Mais comme on le dit, la surveillance étant difficile, les gens grèvent les prix. À un moment donné, aller ici, Caras, ça coûtait 20 000 francs. Pour un trajet de 5 000 6 000, on se retrouvait à 20 000 francs. Donc vous comprenez que cela, quand même, a des limites. Même si le gouvernement a essayé de faire des efforts, la mise en application est souvent un peu difficile. Et donc je pense que les responsables du secteur du transport devraient peut-être prendre la mesure de la chose. C'est vrai que le fait de prendre moins de personnes engendre des coûts supplémentaires, mais peut-être faut trouver un mécanisme pour ne pas trop graver ces coûts de transport qui impactent négativement le pouvoir d'achat du consommateur. Alors ça veut dire aujourd'hui, s'il faut régler la question de la flambée des prix, la solution la plus simple, c'est d'agir sur les transports? Oui, parce que pour moi, selon moi, c'est de là que vient le problème. Vous voyez, en théorie, l'inflation a, disons, trois sources. L'inflation par les coûts, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que les coûts de production augmentent et donc les prix vont augmenter. Parce que le producteur va répercuter cette hausse sur le consommateur. Également, l'inflation par la demande. Si la demande dépasse l'offre, les prix vont augmenter. Et enfin, l'inflation par la monnaie. S'il y a beaucoup plus de monnaie en circulation qu'il n'en faut, ça va créer également de l'inflation. Et donc, ici, avec la Covid-19, la source de l'inflation est plutôt liée au coût de production, qui sont liés surtout au coût de transport. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'études au Togo sur la Covid qui a quand même démontré que c'est des coûts qui grévaient énormément, n'est-ce pas, le quotidien des Togolais. Mais est-ce que ce n'est pas quand même une sorte de malhonnêteté de la part, si on reste purement au plan interne, de la part des sociétés de transport, quand vous l'avez si bien expliqué? Le carburant n'a connu aucune augmentation. Hors pandémie, le litre du super était à 425 francs. On reste à 425 francs. Et que ces sociétés qui transportent des marchandises se permettent d'augmenter les coûts. Je ne parle pas encore là du transport des personnes, mais juste des marchandises. Quand vous prenez le maïs de je ne sais de quelle région pour l'amener vers le sud, la distance n'a pas changé parce qu'on est en Covid. On est sur la même distance, sur les mêmes coûts, normalement. Oui, vous avez raison, mais vous savez, le transporteur, c'est un entrepreneur. Il fait ses calculs de telle sorte qu'il puisse maximiser son profit. Donc, il n'est pas dans l'action sociale. Et tout ce qui est possible pour lui permettre de maximiser son profit, il va utiliser tous ces moyens. Et donc, en principe, si ça ne tient qu'au transport des marchandises, rien n'a changé, comme vous le dites, puisque le prix du carburant n'a pas changé. Mais le transporteur va se dire que c'est aussi une occasion pour maximiser. Donc, ce qu'il transportait avant de peut-être 5 à Lomé à 1000 francs, il dira que maintenant ça fait 1500. Parce que.
il y a trop d'arrêts sur la route, il y a tel... Donc, ils vont trouver quand même des moyens pour justifier, n'est-ce pas, l'augmentation du prix du transport. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas suivre à la lettre. Sinon, comme vous le dites, normalement, en temps normal, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait flambé des prix des biens et services, puisque rien n'a changé. Voilà. C'est pour ça, pour beaucoup de personnes, la solution se trouve uniquement entre les mains du pouvoir public. Bon, c'est ce qu'on dit. Le pouvoir public ne peut pas mettre un gendarme devant ou bien derrière chaque transporteur. Il y a beaucoup de taxis. Puis, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Et puis, les négociations des prix entre le transporteur et celui pour qui on transporte la marchandise, souvent, c'est fait à l'informel. Donc, il n'y a pas de grille tarifaire à proprement dit. Si vous voulez qu'on vous prenne un sac de Cara ici, on ne peut pas dire clairement combien ça doit coûter. Donc, c'est une négociation qui est faite entre le transporteur et celui pour qui on transporte la marchandise. Et donc, le fait que cela est plus ou moins formel, ça avantage vraiment les transporteurs à pouvoir augmenter leur marge bénéficiaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, peut-être pour le pouvoir, de régler la question en agissant, par exemple, sur les prix les prix des produits de première nécessité? Je veux parler, par exemple, du maïs, qui est très consommé, d'un certain nombre de produits, où on plafonne simplement le prix. Le bol de maïs ne doit pas dépasser tel prix, par exemple. Le maïs est vendu sur un marché de concurrence pure et parfaite. Et sur un marché de concurrence pure et parfaite, c'est le marché qui fixe le prix. Ni le vendeur ni l'acheteur ne peut fixer le prix. Et donc, l'État ne peut pas se permettre de fixer le prix d'un bien qui est vendu sur un marché de concurrence pure et parfaite, à moins qu'il décide de pouvoir subventionner la partie perdante. Donc, il sera vraiment difficile. Et quand ce n'est pas un monopole public, l'État ne peut pas avoir vraiment la maîtrise de tous les contours du marché. Aujourd'hui, le maïs est vendu sur le marché de concurrence pure et parfaite. Donc, le marché va égaliser l'offre totale et la demande totale. Et donc, on va trouver un prix d'équilibre. C'est étonnant que vous allez au marché le matin et que toutes les femmes vendent le maïs au même prix. Comme si elles avaient fait une réunion avant de commencer par vendre. C'est le prix du marché. Les dames savent combien on vend le bol du maïs à Lomé, à Tchévir, à Takpamé, ainsi de suite. Et si vous regardez, plus on descend vers Lomé, plus le prix est élevé. Cela est dû au coût de transport. Mais là, ça veut dire finalement le consommateur, surtout à Lomé ici, il s'en sort pas finalement. Il est un peu en otage. Otage. Vous savez, on vous dira qu'à Lomé, les gens ont un pouvoir d'achat plus élevé qu'à l'intérieur du pays. C'est ce qu'on dira. Parce qu'à Lomé, c'est la capitale. Les gens ont des revenus parallèles au salaire. On va tellement justifier ça. Mais c'est la loi de la nature. Tout coûte relativement plus cher à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Bon, c'est un peu difficile à expliquer sur le plan économique. Mais comme on le dit, c'est les coûts. Si les biens se produisent, et inversement, vous allez voir, les biens qu'on prendra de Lomé pour amener à l'intérieur, ces biens vont coûter plus cher relativement à l'intérieur qu'à Lomé. C'est à cause du coût du transport. Je pense que l'enjeu là, peut-être il faut trouver un mécanisme pour pouvoir transporter facilement les marchandises à un coût très réduit et de Lomé à l'intérieur du pays, ou bien de l'intérieur du pays à Lomé, pour pouvoir peut-être mieux desservir toutes les villes. Peut-être des solutions comme, je crois, le transport ferroviaire peut vraiment être une solution pour ces éléments. Mais pour le moment, le transport ferroviaire n'est pas assez développé. Et je crois que c'est quelque chose, ça nécessite beaucoup d'investissements. Je crois qu'il y a eu des projets dans ce sens-là. Et nous pensons que dans les années à venir, en tout cas, on souhaite qu'il puisse se réaliser pour que toute l'économie togolaise puisse en profiter. Là, on est sur ce que vous proposez. Là, on est sur du long terme. Maintenant, sur l'immédiat, sur le court terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Parce que ça continue par flamber, quoi qu'on dise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la situation? Bon, je crois quand même que le ministère du Commerce fait quand même des sorties. Bon, c'est ce qu'ils disent tout le temps, mais on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Ils vous diront qu'ils n'ont pas assez de ressources humaines et de moyens matériels pour pouvoir couvrir tout. Bon, c'est un peu difficile à gérer parce que même si l'inspecteur arrive, lui, il demande peut-être à la dame, comme s'il va acheter le maïs, la dame va donner son prix. Si le maïs est vendu à 1000 francs, la dame ne dira pas que ça sera vendu à 800. C'est le prix du marché. C'est dû au coût du transport. Et donc, comme on l'a dit, pour solutionner le problème, il faut trouver le problème au niveau du transport. Et donc, le problème à court terme au niveau du transport, et je ne suis pas sûr qu'il existe tout de suite. Voilà, donc peut-être à moyen long terme, si on arrive à trouver un mécanisme
pour pouvoir transporter les marchandises et sur tout le temps du territoire à un prix vraiment réduit. Et donc, on pourra quand même espérer résoudre le problème. Mais dans ce cas, on est quand même pas sur des solutions qu'on va trouver dans l'immédiat, puisque tout le monde met tous ces problèmes dans le compte du coronavirus. Or, on ne sait pas quand est-ce qu'on verra le bout du tunnel, finalement. La Covid, c'est une pandémie. Et tel que c'est parti pour plusieurs années. Et moi, je disais, au début, je me disais 5 ans, mais avec ce qu'on est en train de voir, on peut aller au-delà de 5 ans. À moins que les vaccins prouvent vraiment leur efficacité et que les mutations ne soient pas assez grandes. Donc, je crois que c'est les mesures barrières qui peuvent vraiment stopper cette pandémie-là. Personne ne peut dire aujourd'hui quand est-ce que le corona va finir, sauf si il est dans le secret de Dieu, ce que je doute fort. Et donc, que les gens se vaccinent, qu'on puisse limiter le nombre de cas graves. C'est le plus important. Si on arrive à limiter le nombre de cas graves, je crois qu'avec le temps, on pourra s'en sortir. Mais Corona étant une pandémie, si tous les pays arrivent à éradiquer Corona, et qu'il y a encore un cas dans un seul pays, le danger est toujours là. Parce qu'à un moment donné, les gens seront obligés de circuler pour des raisons urgentes et ça peut toujours revenir à tout moment. Donc je crois que on ne peut pas vraiment faire des prévisions sur la fin de Corona aujourd'hui parce qu'on n'a pas tous les éléments. Voilà, tous les éléments ne sont pas réunis pour qu'on puisse faire. Mais pendant qu'on est en train de se battre sur le front de la crise sanitaire, il y a une crise économique qui se pointe à l'horizon. C'est ça, la crise sanitaire engendre une crise économique. Je crois quand même que les études qu'on a au Togo, l'étude de la Chambre du commerce et l'étude de l'OTA et du ministère de l'économie et des finances nous a montré quand même qu'il y a des secteurs qui ont vraiment subi un coup énorme, surtout l'hôtellerie et la restauration. Et à un moment donné, les hôtels et les restaurants étaient obligés de fermer parce que c'était des portes d'entrée du coronavirus. C'est un secteur qui a énormément subi. Également le secteur de la santé, parce qu'avec Corona, les gens hésitaient à aller se faire soigner. Parce qu'ils ont peur d'aller piquer le Corona dans les structures sanitaires. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les gens ont compris. Il suffit d'avoir les mesures barrières et la vie continue tout doucement. Et il a été démontré que le Togo a été assez résilient au coronavirus. Et donc, je pense qu'on doit faire l'effort dans ce sens et prier Dieu que les choses puissent s'améliorer le plus tôt possible. Oui, résilient au coronavirus, mais est-ce qu'on est résilient économiquement? Si je prends les derniers chiffres publiés par la BCEAO, en mars 2021, le Togo a connu un taux d'inflation de 0,8% pour une moyenne de 2,5% dans les pays du l'UEMOA. Ça veut dire que c'est assez bon pour notre pays. Et donc, les indicateurs aussi de croissance nous montrent quand même que le Togo a fait un effort. On n'a pas une croissance négative, donc c'est déjà un effort. Il y a beaucoup de grands pays même qui sont tombés dans la récession. C'est-à-dire une croissance négative. Donc je crois que c'est des efforts qui sont déjà faits, même s'il y a lieu d'améliorer le quotidien. Le coronavirus est fortement lié à la crise économique, non seulement au Togo, mais dans tous les pays. Bon, seulement au Togo, peut-être qu'il faut évaluer pour voir est-ce que ce qui est sur la pauvreté a peut-être augmenté. Il faut peut-être une étude pour pouvoir l'affirmer. Parce qu'avec le coronavirus, il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Et donc, ça rend difficile. Si les gens avec les salaires difficilement arrivaient à joindre les deux bouts, imaginez quand ils n'ont plus d'emploi. Ça devient de plus en plus difficile. Mais je crois quand même que l'économie est en train de reprendre à petits coups. Et avec les efforts, peut-être, on va y arriver. Mais est-ce que vous arrivez à lire, au niveau des autorités togolaises, une sorte de plan de relance? Est-ce que vous arrivez à lire cela? Oui, je pense que le gouvernement a mis des mesures en place pour soutenir l'activité économique au Togo. Bon, donc on les appelle des mesurettes. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend pour relancer la machine économique. Oui, le gouvernement aussi a besoin de recettes fiscales. Donc le gouvernement qui sont très positives, ces recettes, parce que l'OTR a sorti les recettes de 2020 au-delà même des espérances. Si, mais le gouvernement on ne peut pas dire que la cagnotte publique souffre. Le gouvernement attend plus. Les recettes n'arrivent pas à couvrir les dépenses.
nos dépenses, on est déficitaire, hein, on a un déficit. Quand vous dépensez plus que vos recettes, vous êtes déficitaire. Donc, si vous voyez le budget de l'État par rapport à nos recettes fiscales, ça dit que les recettes ne font même pas la moitié des dépenses. Ça veut dire que le gouvernement est obligé d'aller chercher des ressources ailleurs pour venir combler le déficit. Donc, dans les mesures, le gouvernement ne peut pas tout donner. Donc, ils vont donner un peu. Bon, c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, les gens vont dire, bon, c'est pas assez consistant. Bon, je crois quand même que c'est pas seulement au Togo qu'on a pris des mesures. Hein. Les gens se plaignent de partout. Peut-être que si le gouvernement peut faire plus d'efforts, il va falloir que les entreprises fassent du lobbying pour vraiment pouvoir avoir plus de facilité. Et sinon, il sera difficile. Parce que si le gouvernement donne tout, alors que le gouvernement doit prendre les gens qui souffrent du corona, vous donnez tout, vous n'avez rien en contrepartie, et ça devient plus compliqué. Parce qu'avec Corona, la plupart des pays en développement vont voir leur dette s'alourdir. Parce qu'on est obligé de s'endetter plus pour faire face au Corona. On est obligé peut-être de stopper le service de la dette pour ne pas payer les intérêts tout de suite. Donc les choses vont s'accumuler. Et donc le gouvernement, bon, je ne suis pas dans le secret du gouvernement. Certainement qu'ils ont quand même fait des études, ils ont compris qu'il y a des éléments sur lesquels on peut céder, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas céder. Donc certainement, c'est ce qui les a amenés à prendre ces décisions. Et l'entrepreneur va toujours dire, bon, c'est pas suffisant. L'idéal aurait été que les gens ne paient pas. Vous et moi, on serait presque à ne même pas payer l'impôt. Hein. Ah si, c'est un comportement rationnel des individus. Le gouvernement joue à la stratégie rationnelle, les individus jouent aussi à leur stratégie rationnelle. Donc, mais dans cette situation, quand on regarde sous d'autres cieux, on a au niveau des gouvernants des annonces sociales, réduction de ceci, pour permettre en tout cas que les gens retrouvent du pouvoir d'achat, plus consommer. Mais chez nous, on a plus l'impression qu'on attend toujours plus d'efforts du contribuable. Péage qu'on augmente, la TVM, un certain nombre de taxes, tout cela, est-ce que ça ne réduit pas beaucoup plus le pouvoir de consommation? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est hier que j'ai payé ma TVM. Je n'ai pas payé ça sourire aux lèvres. En tant qu'individu, j'aurais souhaité ne pas payer. C'est vrai, il y a des actions qui réduisent le pouvoir d'achat. Mais comme je le dis, c'est des actions bien mûries, qui ont été bien réfléchies. Ouais, la TVM, on devait la mettre en place il y a cela 2 ans. Mais le gouvernement, peut-être pas le gouvernement, mais les gens ont jugé opportun d'attendre d'abord. Aujourd'hui, il y a coronavirus, on demande aux gens de payer cette TVM. Bon, on a dit à quoi servira ces sous. L'essentiel que ce soit bien géré et qu'on puisse vraiment avoir des routes de bonne qualité et pouvoir circuler tranquillement. Est-ce que notre levier sur lequel le gouvernement pourrait agir, ce n'est pas aussi la réduction du train de vie de l'État? Parce qu'en même temps, on dit qu'on n'en a pas beaucoup dans la cagnotte. Les gens ont l'impression qu'on ne regarde pas de ce côté-là pour faire des économies. Non, réduction du train de vie de l'État, c'est à plusieurs niveaux. Je ne sais pas à quel niveau. Vous voulez qu'on réduise le salaire des gens? Bon, moi, je suis de la fonction publique. Je ne peux pas demander à ce qu'on réduise mon salaire. Bien évidemment. Si. Le salaire, c'est un acquis social. Voilà. On n'y touche pas. Voilà. Mais quand on parle du train de vie de l'État, c'est au sommet de l'État, la présidence, la primature, les ministères, avec un train de vie énorme, on peut réduire pour faire des économies. Moi, je pense que c'est relatif. Hein. Ce qu'on appelle train de vie énorme, c'est relatif. Il y a des pays où les gens ont des salaires faramineux. Je crois que les salaires de nos dirigeants ne sont pas assez consistants. Je crois que c'est récemment qu'on a amélioré un peu le salaire des ministres. Hein. Sinon, avant, les ministres ne gagnaient pas un salaire assez vraiment élevé, comparativement aux autres pays de la sous-région. Je crois quand même qu'il y a des éléments, on peut chercher pour comparer le salaire de l'État, disons de ceux qui travaillent vraiment dans le gouvernement par rapport aux autres pays. Et donc, réduire le train de vie, moi, je regarderais plus sur le côté frais de fonctionnement. Oui. Voilà. Oui, justement, c'est à cela qu'on c'est des postes qui alourdissent les dépenses de l'État, et notamment la consommation d'énergie, et tout ce qui est matériel de bureau, c'est là où il faut réduire. Le carburant pour les voitures de l'État, là peut-être on peut essayer de réduire. Mais à part ces postes, il sera difficile de pouvoir réduire les salaires, parce que en économie on dit que les salaires sont rigides à la baisse. Ça veut dire que
Le salaire peut augmenter, mais il ne peut pas baisser. il ne peut pas facilement diminuer. Naturellement. Voilà. Mais est-ce que votre sentiment, quand même, c'est que au niveau de nos pouvoirs publics, on explore toutes les pistes qu'il faut pour avoir quand même une marge économique plus large? Bon, à mon avis, je pense quand même que même si le gouvernement fait des efforts, on peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. C'est vraiment... C'est pas l'idée. On ne peut pas atteindre l'optimum, quoi, ou l'idéal tout de suite. Il y a des options pour mieux faire. Mais ici, je peux pas... Pour choisir une option, il faut faire des études. Oui. Voilà, parce que avant de dire, par exemple, qu'on veut faire Novici, je crois qu'une étude a été faite pour voir, bon, Novici, là, ça peut résoudre quel problème. Vous-même, vous connaissez tous les problèmes que ça a soulevé sur le montant de ce Novici. Les gens ont jugé ça pas assez important. Mais quand on a coupé, les gens se sont plaints. Quand on a coupé Novici, les gens ont failli pleurer. Bon, au même moment, on dit que c'est pas beaucoup, mais au même moment, on dit, bon, faut pas couper. Voilà, donc je crois quand même qu'il faut faire des études avant de prendre des décisions, parce que le comportement de l'individu est changeant. Tous les individus a priori sont rationnels. C'est une hypothèse de base en économie. Et donc, en fonction de ce qu'on vous donne comme information, vous avez un comportement qui vous permet de maximiser votre propre bien-être. Et donc, souvent, le gouvernement et l'individu n'ont pas les mêmes fonctions de maximisation. Et souvent, c'est des fonctions inverses. Quand l'un perd, l'autre gagne. Et donc, avec ça, ce n'est pas facile à gérer. Il faut peut-être chercher des mécanismes qui donnent la juste valeur, où l'un ne perd pas trop, l'autre ne gagne pas trop. Donc, je crois qu'on ne peut pas a priori dire voilà ce que le gouvernement devrait faire, mais il faut vraiment des réflexions bien mûries avant de voir comment augmenter le pouvoir d'achat des Togolais, surtout en période de Covid où les gens ont perdu une partie de leurs revenus. Voilà. Mais quand on, excusez-moi, quand on revient par exemple dans le privé, on sait que c'est le privé qui porte véritablement l'économie. Vous avez des salaires également qui sont extrêmement bas. C'est vrai qu'on me dira que ce n'est pas de la responsabilité du pouvoir public, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner aussi le privé, pour augmenter le pouvoir d'achat? Je crois que dans la plupart des économies, c'est le secteur privé qui emploie plus de personnes. Mais le problème là, le public ne peut pas intervenir dans disons, l'attribution des salaires. Ce que le gouvernement peut faire, c'est de revoir à la hausse le SMIC. Voilà. Donc, je pense que notre SMIC est, je crois, à 35 000. Et ça, il faut aussi des discussions avec les partenaires sociaux. Voilà. Même si ce SMIC n'est pas du tout respecté, il y a beaucoup de Togolais qui sont payés en bas du SMIC. Et puis bon, les gens ne connaissant pas le droit, ils ne réclament pas. Maintenant, le privé, le monsieur, il a son entreprise, il propose ses salaires à qui veut travailler avec lui. Et il n'oblige pas les gens. Et donc, a priori, les gens viennent solliciter le boulot. Et donc, le gouvernement ne peut pas, a priori, fixer les salaires. Étant donné que les services du privé varient énormément. Il y a tellement de services qu'on ne peut pas se mettre à dire, bon, pour tel service, il faut payer tel salaire, et ainsi de suite. Et bon, imaginez, on dit tout de suite, bon, il faut doubler les salaires dans le privé. Bon, le privé dit, ok, je double le salaire, mais je libère la moitié des employeurs. Donc ça crée notre problème. Ça veut dire que le chômage encore va augmenter. Les gens vont dire, mais c'est mieux qu'avant. Tout bien, bon, c'est mieux que les gens travaillent avec le salaire actuel que de comprimer et de doubler les salaires. Donc c'est vraiment un arbitrage qui n'est pas du tout facile à faire. Voilà. Donc on retient quand même que pour la situation qui concerne la flambée des prix, il n'y a pas de solution fixe. Il y a plusieurs pistes à explorer. Voilà, donc pour la flambée des prix, il n'y a pas de solution fixe. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on connaît l'origine de cette flambée. Et donc il n'y a pas de solution fixe. C'est au gouvernement de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, cette flambée quand même n'est pas assez grande. Il faut dire qu'en 2020, le taux d'inflation était de 1,8%. Voilà, donc on est encore loin des 3% des critères de convergence. Donc je pense que il y a des pays où l'inflation a connu, je crois, des pays comme le Liban, où vraiment l'inflation est en train de tuer l'économie. Je crois qu'il y a un pays,
où le salaire n'arrive même pas à couvrir les coûts de transport. Donc, je ne me rappelle pas du pays, mais je crois quand même que dans les pays de l'UEMOA, l'inflation, c'est-à-dire qu'on lutte plus contre l'inflation que toute autre chose. Et donc, beaucoup de pays sont, sinon presque tous les pays, hein, sauf quelques rares pays comme la Guinée-Bissau, ils sont vraiment en deçà de 3%. Donc 1,8%, je pense que ce n'est pas quand même assez trop. Bon, l'idéal, c'est qu'on n'ait pas d'inflation. Voilà. Même avant la Covid, il y avait quand même de l'inflation. Il y a eu des années où on était à 5%, 2%. Je crois quand même que c'est gérable. C'est gérable. Docteur Ahiram Korem, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Voilà qui nous amène à la pause et nous passons tout de suite, après le journal, bien sûr, à Regard croisé.